Durant la Première Guerre mondiale, la vie dans les tranchées fut loin d'être immobile. Les temps alternaient. Du calme relatif de l'hiver succédèrent les grandes offensives du printemps. La vie du poilu était faite de moments d'accalmie, de violence des grandes batailles, de patrouilles, de rotations et de permissions à partir du mois de juillet 1915. Du côté français comme de l'ennemi, il y avait une vie collective dans les tranchées. Si la tranchée fut avant tout un abri permettant aux soldats de se protéger, elle était aussi un lieu de vie quotidienne. Et dans ce cadre contraint, on tente de s'adapter à de nouvelles formes de vie et de se rapprocher de la vie civile. La tâche du poilu à sa vie d'avant est un marqueur fort, même si elle tend à se réduire avec l'allongement de la guerre, révélant la double identité des soldats, à la fois civils et militaires. Confrontés à une guerre et à une violence très largement subie et principalement impersonnelle, les soldats essayaient de maintenir une certaine forme de normalité dans les pratiques sociales, avec par exemple l'artisanat, le repas ou l'écriture, mais aussi de maintenir une forme de normalité dans leur rapport au monde. La tranchée accueille aussi des loisirs ordinaires permettant d'échapper un instant aux logiques de la guerre. Cela va du théâtre au sport collectif, en passant par la lecture, les conversations, encore les journaux de tranchée, qui contribuent à insérer dans la normalité l'expérience des tranchées, participant à un effort plus large de divertissement visant à faire passer le temps et supporter la guerre. Nombre de témoignages insistent sur un sujet, la boue qui imprègne le quotidien des poilus. S'il peut être très compliqué de maintenir une hygiène du corps et du soi, en raison de la précarité qui règne au front, le fantassin cherche à rendre ces conditions de vie moins inacceptables, malgré un ravitaillement souvent difficile. Pour les soldats, la montée au feu est vécue comme un moment d'extrême intensité. Ils doivent faire face à des émotions et des sensations contradictoires, ainsi qu'à la permanence de la peur. Attaquer, c'est souvent être dans un état second, mêlé d'attention extrême et de confusion profonde. Mais petit à petit, au contact de ses pairs, le poilu renforce son expérience du combat, apprend le métier et acquiert des savoir-faire utiles à sa survie. Par exemple, face au bombardement et l'artillerie, il apprend à reconnaître les calibres, les types de projectiles ou encore leur direction. L'univers de la tranchée étant avant tout sonore, l'attention au bruit de la guerre est un enjeu vital. La canonnade a un effet traumatisant pour des soldats confrontés à un sentiment d'impuissance. Dès 1915, l'utilisation des gaz de combat ajoute la suffocation à la peur d'être déchiqueté. Si les pertes militaires sont très importantes, avec notamment un total de 1,4 million de morts pour la France, les blessures sont d'une ampleur sans précédent. On compte 93 000 mutilés et près de 10 000 gueules cassées. Pour en saisir les principaux aspects, il faut lire les descriptions et les notes des médecins, témoignages les plus saisissants sur la violence du conflit et l'horreur des blessures qu'il provoque. Les archives diverses font état de pratiques d'évitement, voire de transgressions, telles que les refus d'attaquer, les fraternisations, les mutineries ou même les désertions. Une fois la paix venue, certains soldats souhaitent dénoncer la guerre et révéler les atrocités qu'ils ont vécues. Cela passe par le témoignage ou bien par l'écriture, afin de fixer les souvenirs et informer sur la réalité de la guerre. Mais cela peut aussi passer par l'engagement dans des associations pacifistes ou d'anciens combattants très actifs après-guerre. D'autres décideront même de garder le silence. Quand ces derniers n'ont pas disparu, leurs récits sont redécouverts plusieurs générations après. Et il est toujours intéressant aujourd'hui de les analyser.